questions à la toute fin de la séance pour vous permettre là, de peut-être avancer certaines questions là, que vous n'avez pas trouvé de moment très pertinent dans la rencontre là, pour présenter vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la rencontre. La séance sera enregistrée. Donc, merci d'être présent et de vous intéresser au cheminement scolaire de votre enfant. Déroulement de la rencontre, je vais t'accompagner de quelques collègues pour la présentation. Donc, au départ, je vais vous présenter quelques éléments de notre cégep. Je serai accompagné de Francine Belair, la directrice des études, de Éric Tessier, directeur des affaires étudiantes, de François Sauvé, qui est conseiller pédagogique à la réussite, ainsi que Geneviève Boileau, qui est directrice des communications, qui bouclera la rencontre là, à la fin. Normalement, la rencontre devrait durer environ 1 heure au total, incluant la période de questions. Notre cégep, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire notre mission, donc notre mission éducative est de permettre aux jeunes et aux adultes d'une très grande région, qui est le grand territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui inclut 5 MRC. Donc, c'est notre mission première là, de desservir l'ensemble de ce grand territoire. Ce territoire qui compte présentement 425 000 personnes qui vivent dans cette grande région. Je vous amènerai peut-être au 3e paragraphe de notre mission. C'est par les personnes qui y œuvrent, entre autres les enseignants. On vise la réussite éducative de l'étudiant et de l'étudiante, soit sa compétence, son autonomie, l'accomplissement de son plein potentiel, en amenant à développer la maîtrise de ses processus d'apprentissage, sa pensée critique et son engagement, tant dans son projet de formation que dans son rôle de citoyen responsable. Notre cégep, vous voyez la diapo suivante, peut-être quelques éléments pour faire attirer votre attention. 16 % de nos étudiants sont engagés dans une activité parascolaire à l'automne 2021. On comprend que l'automne 2021 n'était peut-être pas la session où on avait le plus d'activités parascolaires au total dû à la pandémie. Donc, c'est quand même une forte proportion de nos étudiants qui s'engagent. Et M. Tessier, tantôt, va vous montrer la liste impressionnante d'activités qui s'offrent à nos étudiants. En bas à droite, 6 lieux de formation dans 4 municipalités. Je vous ai parlé de notre campus principal à Salivary-Valleyfield. On a 2 autres lieux de formation à Valleyfield. On a une clinique école sur la rue Champlain, ainsi que des cours qui sont donnés au centre de petite enfance à Citronnelle. On a à Saint-Constant notre centre d'études. On a un centre d'études à Vaudreuil. Et on a également de la formation en soins infirmiers à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Donc, voilà la 4e municipalité pour notre 6e lieu de formation. Un dernier élément à gauche, 18 % de nos étudiants qui fréquentent notre cégep vivent des troubles d'apprentissage, de santé mentale ou de limitation physique. Là également, M. Tessier a adressé la liste des services qui s'offrent à eux. La répartition de nos étudiants à l'automne dernier, en 2021, donc on avait 2400 étudiants là, qui fréquentaient nos 2 centres d'études. Et vous voyez la proportion de quelle MRC nos étudiants provenaient. Donc, c'est sans surprise que la MRC Vaudreuil-Soulanges, près de la moitié de nos étudiants proviennent de cette MRC-là, qui a connu forte hausse démographique dans les dernières années. Et ce n'est pas terminé avec l'arrivée de 2 écoles secondaires dans les prochaines années. Donc, vous voyez la répartition par chacune des MRC. Donnée toujours intéressante pour nous de bien connaître d'où proviennent nos étudiants. On a l'obligation dans les cégeps d'adopter des plans stratégiques. Normalement, l'horizon visé est de 4 ou 5 années. Nous, on était dans le processus de planification stratégique 2020-2025 lorsque la pandémie est arrivée en mars 2020. On a opté pour adopter un plan stratégique de transition pour faire face à la pandémie et à l'après-pandémie. Je pense que le pari qu'on a fait au printemps 2020 a été fort intéressant. On le voit aujourd'hui avec, vous voyez, les orientations qu'on s'était dotées à l'époque, vraiment des orientations court terme, de faire face aux défis, entre autres du numérique, qui au printemps 2020, c'était assez nouveau pour l'ensemble du personnel du cégep, dont les enseignants. On est en mesure de faire face aux défis. Et l'an prochain, 2022-2023, on va reprendre le cycle normal. On va planifier un plan stratégique pour les 5 prochaines années. C'est déjà le tour à Mme Belair, Francine Belair, notre directrice des études. Je vous reviens un peu plus tard. Bien, merci, M. Rémillard. Alors, je suis très heureuse à mon tour là, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information. Ce dont j'aimerais vous parler, ce sont nos programmes d'études. Donc, normalement, votre enfant votre jeune adulte devrait être inscrit dans un des programmes de formation. Donc, nous avons 11 programmes techniques, 4 programmes préuniversitaires,
On a dans les familles une allothérapie et soins infirmiers en santé. Et soins infirmiers, là, on a indiqué là, que nous avons de la formation également à Châteauguay et à Vaudreuil-Dorion. Au niveau des sciences et génie, on a un laboratoire en chimie analytique, génie mécanique, génie électrique et informatique, les sciences humaines, techniques juridiques, éducation à l'enfance et éducation spécialisée. Et si c'est plus la gestion qui intéresse, c'était comptabilité de gestion, gestion de commerce. Donc, il se peut très bien que durant leur formation, les jeunes, votre jeune, en tout cas, s'aperçoivent que ce ne soit pas nécessairement son premier choix ou le choix au fil des semaines, là, qui s'aperçoivent qu'ils aimeraient peut-être changer de programme. Donc, M. Tessier va pouvoir vous en parler. Nous avons quand même un service d'orientation et on va vous parler beaucoup de l'aide pédagogique individuelle. Donc, c'est la personne qui va accompagner tout au long du cheminement de votre enfant pendant son séjour au sein de notre institution. Dans nos programmes préuniversitaires, on en a en sciences humaines, en arts, mais également un double deck pour les jeunes qui les deux fonctions les intéressent. Est-ce que ça va? On nous dit qu'il n'y a pas de son. Ça va? Peut-être demander, Francine, si les gens nous entendent. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être faire un... On vous entend très bien. Ah, parfait. Merci. Je continue. Donc, on a également l'autre parcours qui est notre cheminement tremplin deck. Donc, souvent, ça peut arriver que les jeunes n'aient pas encore leur vocation bien définie et ça nous sert là, de faire un bon atterrissage et parfois également va servir de tremplin justement pour aller faire certains acquis pour pouvoir entrer dans un programme de formation. Également, nos programmes de formation, bon, quand on a dit tantôt là, que la formation collégiale servait à développer l'esprit critique, on a au travers dans chacun de nos decks la formation générale et la formation spécifique. Donc, l'année scolaire 21-22, on fait un bref retour. Donc, on était très chanceux et très heureux de revenir en présence. C'est sûr que le retour de notre communauté, notre vie étudiante, s'est fait. On a appliqué nos mesures sanitaires. Il faut se rappeler, une année passe très, très vite. Là, on est content que tout soit levé, mais quand même, on est en mesure d'assurer durant les 2 dernières années notre enseignement de bonne façon. Alors, le retour en présence, ben, on peut saluer nos équipes sportives féminines, entre autres, qui se sont particulièrement démarquées. On peut penser au soccer, où elles ont remporté le championnat provincial, un championnat de ligue également, des finalistes au flag football et également les championnes au volleyball à la division 2. Donc, on est très contents. Vous savez que la vie étudiante, elle est importante au niveau de la réussite et pour le sentiment d'appartenance. Donc, on invite nos étudiants à pouvoir profiter pleinement de ces activités-là. M. Tessier va pouvoir vous en parler un peu plus loin. La même chose pour nos activités socioculturelles et les services qui sont accessibles. Quand on parle aux services, c'est l'aide financière, le psychosocial ou encore le cheminement scolaire. On a travaillé très fort également à consolider là, les liens avec les centres des services scolaires qui nous entourent. Donc, on a fait une tournée, M. Rémillard et moi et Mme Boileau, des écoles secondaires de la région. On a travaillé très fort au niveau de la transition secondaire collégiale. Nous étions présents avant la pandémie, mais on a vraiment renforcé nos liens avec les écoles secondaires et les centres de services scolaires. On parle entre autres du programme de tutorat. On a également intégré cette année des activités orientantes au sein de certains cours. Donc, vos jeunes ont peut-être eu l'occasion de travailler et de profiter de ces moments-là avec des étudiants du collégial. Et il y a également eu une rencontre d'organiser entre les intervenants psychosociaux et le SAID. Donc, beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour favoriser la réussite. Ce qu'on souhaite, nous, c'est d'être un acteur important, favoriser la poursuite des études pour les jeunes qui sont intéressés par des études supérieures et de faire en sorte qu'ils puissent se projeter dans un succès au travers de leur apprentissage au collégial. Alors, la persévérance et la réussite, ça va? Dans nos priorités, bien évidemment, je vous en ai parlé. Peut-être que de vos étudiants, vos jeunes en ont profité le programme de tutorat. Si jamais vous avez des jeunes qui les suivent, bien cela va se poursuivre.
mais c'est une grande réussite. Là, on était là depuis 2018 et c'est quand même 1450 étudiants, là, élèves du secondaire qui ont pu en profiter et 90 étudiants qui offrent du tutorat. Donc, peut-être que vos jeunes pourront se projeter à leur tour pour être des tuteurs dans leur domaine d'études. Il y aura cette possibilité-là. Et ça a suscité des vocations au niveau de l'éducation par rapport à chez certains de nos étudiants. Quand on parle également de la persévérance, ça pourra intéresser vos jeunes. Il est encore temps de s'y inscrire. On a un camp pédagogique pour cet été. On a commencé l'été dernier. Nous en sommes à notre 2e année, donc c'est pendant 2 semaines, du lundi au vendredi en présentiel. On en aura également en comodal et à distance pour pouvoir accommoder un peu tout le monde. On sait que certains jeunes peuvent travailler durant l'été. Donc, c'est gratuit. Et ça se fait en petits groupes ou encore sur un mode individuel. Donc, ce sont des ateliers de renforcement en français, en mathématiques. On va revoir certaines notions en technique, en sciences, en mathématiques, spécifiquement dépendamment dans quel programme de formation les jeunes sont inscrits. On a des ateliers scientifiques également, des ateliers, ce qu'on a introduit cette année, des ateliers interactifs sur le bien-être et la santé mentale offerts par l'équipe du psychosocial. L'autre, ce que ça comprend également cette année, c'est l'exploration des outils technologiques. On va vous en reparler, utilisés au cégep, donc également les droits d'auteur, les propriétés intellectuelles, la gestion du temps. Et ce qui est important, c'est justement de pouvoir donner pendant ces 2 semaines-là le temps aux étudiants à s'approprier toutes nos plateformes pour ceux qui en auraient de besoin. Et on a également introduit le cours d'éducation physique en intensif. Donc, les étudiants vont pouvoir s'inscrire à un cours d'éducation physique qui leur sera crédité pour leur première session. Notre rentrée, on a également organisé un processus d'accueil de longue durée, je dirais, alors qui va s'étaler sur 4 semaines, mais il y aura quand même des rencontres particulières à la rentrée dans chacun de nos établissements. Il y a déjà eu des rencontres d'aide pédagogique individuelle en juin. Il y en aura d'autres au mois d'août. Donc, normalement, vos jeunes ont dû participer à ces rencontres-là avec un aide pédagogique. On fera également des appels téléphoniques durant l'été. S'il y a des questions particulières, l'équipe de M. Tessy participe à organise là, ces rencontres téléphoniques. Les activités d'accueil, d'intégration, on les fera, là, il y en a par programme, on a une grande fête de la rentrée. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter les jeunes à développer un sentiment d'appartenance à notre communauté. On a, ce qui est intéressant également, un programme local d'aide à l'acquisition d'un ordinateur portable. Donc, c'est jusqu'à 200 $ qu'un étudiant pourrait se faire rembourser. Il peut se procurer un ordinateur et selon certaines spécifications. Et lorsqu'il est encore inscrit après la date d'abandon, on procède à un remboursement suite à sa demande. Antidote Web est fourni gratuitement à tous nos étudiants. Donc ça, c'est important, justement, les rencontres les jeunes sont sollicités à venir avant le début de la session pour qu'on puisse faire justement l'installation, la connectivité, s'assurer qu'ils soient bien en selle quand ils arrivent en classe. Alors voilà ce qui nous amène à nos rôles et responsabilités. Vous allez voir que ce qu'on a le plaisir à partager avec vous, justement, la prise en charge ou le cheminement scolaire des étudiants, leurs projets. Donc, on a chacun des rôles et responsabilités. Donc, le nôtre est vraiment de tout mettre en œuvre pour que l'étudiant puisse évoluer dans un contexte de réussite. On s'assure que nos programmes sont de qualité. Nos enseignants sont à la fine pointe de leur pédagogie. Ils s'y intéressent, ils revisent les programmes de formation. On a également plusieurs services professionnels qui vont soutenir les étudiants. Et donc, on veut mettre en place également les conditions gagnantes pour développer l'engagement étudiant. On va le voir, le rôle premier, c'est quand même la réussite revient à l'étudiant, mais c'est tous ensemble qu'on va faire en sorte que ce soit une réussite, son passage chez nous. Je vais céder la parole maintenant à François Sauvé, qui est notre conseiller pédagogique à la réussite. Il va pouvoir vous parler justement du rôle de l'étudiant et d'autres intervenants qui vont interagir auprès de votre enfant. Alors, bonjour. Pardon.
Donc, effectivement, je suis conseiller pédagogique à la réussite et comme conseiller pédagogique à la réussite, je suis appelé à travailler de près avec les gens qu'on appelle les aides pédagogiques individuelles. C'est un titre que vous devriez entendre souvent. N'hésitez pas à en parler à votre enfant, d'ailleurs. Donc, souvent, on l'appellera dans le jargon l'API ou l'API, tout simplement. Donc, le rôle de l'aide pédagogique individuelle, en fait, c'est une personne ressource. Et chaque aide pédagogique individuelle chapeaute un programme. Donc, votre étudiant, tant qu'il sera dans le même programme, il fera affaire avec le même API. Et donc, l'API en question, elle va s'occuper du cheminement de l'étudiant à partir de son admission jusqu'à sa diplomation avec tous les aléas là, qui peuvent se passer d'un bout à l'autre. Parmi ces aléas-là, ben, on peut se rendre compte que peut-être que 7 cours, 8 cours dans une session, ça peut être un peu intense pour certains étudiants, donc il y a moyen d'annuler certains cours. C'est la CAPI qui fait ça. Quand on vient temps d'annuler un cours ou de choisir des cours, l'API est encore une fois la personne ressource qui nous permet de savoir, bon, est-ce que c'est un préalable, est-ce que ce cours-là est offert à toutes les sessions, question de mieux calculer possible le cheminement de notre cheminement au cours collégial. Il y a façon aussi, si jamais vous sentez le besoin assez rapidement, d'allonger ces études de façon planifiée. Donc, un pré-universitaire qui normalement pourrait se faire en 2 ans peut être planifié sur 3 ans. Un programme technique peut être sur 4 ans. Il n'y a pas de. En général, il n'y a pas trop de limites de temps. Certains programmes en santé peuvent être un peu plus faits de façon restreinte. Mais bon, en 4 ans, tous ces programmes-là peuvent se faire au niveau technique. Donc, c'est une façon de continuer à avoir des bonnes notes. Il y a certaines situations, certains contextes, c'est appelé à devoir travailler à l'extérieur ou simplement quelques difficultés d'apprentissage qui nous permettent d'aller chercher les meilleures notes possibles, d'atteindre nos objectifs si on va à l'université ensuite de ça. Donc, votre enfant peut parler du cheminement allongé avec son aide pédagogique individuelle. Donc, outre le cheminement, les cours qu'on doit suivre, ainsi de suite, l'aide pédagogique est aussi là donc, pour aider pédagogiquement, que ce soit pour travailler des stratégies d'études, des stratégies de travail, mais surtout, généralement, le grand défi qui se pose à nos étudiants, c'est qu'en fait, bon, on rentre dans l'âge adulte, l'autonomie doit être développée. Donc, c'est souvent une question de gestion du temps, de bonne gestion de son temps. Donc, les aides pédagogiques sont là pour aider les étudiants à s'organiser dans tout ça. Autrement, les aides pédagogiques connaissent l'ensemble des services qui sont offerts au cégep. Donc, c'est un peu un lieu de référence. Donc, ce qu'il y a à retenir, surtout dans mon intervention, c'est que si votre enfant a des difficultés, le premier réflexe qu'il devrait avoir, c'est de consulter l'aide pédagogique individuelle. Dans vos trousses d'admission, vous avez des informations par rapport à ça. Donc, vous allez avoir le nom carrément de votre API. Vous allez probablement avoir son MIO aussi, son adresse courriel. Vous pouvez communiquer directement avec l'aide pédagogique individuelle. Donc, j'en arrive à parler des communications. Le grand système, si on veut, informatique du cégep s'appelle Omnivox. Et on a une messagerie interne Omnivox qui, comme il m'a appelé le MIO, qui permet à l'étudiant de communiquer avec n'importe quel intervenant du cégep et les autres étudiants. Parfois, on a des travaux d'équipe, des trucs comme ça à faire, les enseignants aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à privilégier comme moyen de communication, bien que le téléphone puis le courriel existent toujours. Donc, MIO est un des modules de Omnivox. Dans Omnivox, votre enfant va trouver son dossier personnel qu'il peut ajuster. D'ailleurs, fait noter, du moment qu'il change de numéro de téléphone, ça vaut vraiment la peine de le changer dans son dossier personnel. Si l'API ou quelqu'un du cégep a besoin d'entrer en contact avec votre enfant, c'est le numéro de téléphone qu'on aura. Donc, c'est important de le garder à jour. Ce module Omnivox-là va aussi présenter l'horaire des étudiants qui va sortir vers la mi-août, va présenter son bulletin, sa grille de cheminement, c'est-à-dire la séquence des cours qui doivent être réussis pour aller chercher son diplôme. Son état de compte va se trouver là au niveau des finances aussi. Et il y a aussi un module de prise de rendez-vous avec plusieurs intervenants, dont les aides pédagogiques individuelles et les conseillers en orientation. Finalement, sur Omnivox aussi, il y a une loupe de recherche, là, comme n'importe quel moteur de recherche peut l'offre généralement. Donc, quand on ne trouve pas, on peut toujours passer par ça. Petit point de détail quand même assez important, surtout lorsqu'on n'est pas durant une session. Il y a des messages d'importance qui arrivent de la direction dans la section documents et messages d'Omnivox. Donc, l'étudiant devrait se référer au moins une fois par semaine à ses documents et messages et au moins une fois par jour, je vous dirais, carrément à sa messagerie interne Omnivox. C'est là que toutes les communications se font. Bon, on parle de communication. Il y a peut-être un petit frein, un petit bémol à apporter à cette communication à tout sens-là. C'est qu'en fait, votre enfant rentre dans l'âge adulte et maintenant, il bénéficie d'une certaine confidentialité par rapport à ses résultats scolaires, par rapport à la gestion de son temps. Donc, l'API n'est pas en droit de dire aux parents
où est-ce que son enfant, qu'est-ce qui peut se passer de façon plus précise avec son enfant. Donc, devient la responsabilité de l'enfant de partager ou non les informations avec son parent. Donc, évidemment, vous avez quand même un rôle prépondérant dans le cheminement de votre enfant, mais souvent, ça va être de peut-être connaître, de savoir comment fonctionne le cégep. Donc, vous êtes déjà parmi nous avec cette rencontre-là. Vous faites déjà le premier pas à la bonne direction pour pouvoir aider votre enfant à devenir autonome. Mais on est donc tenu à une certaine confidentialité avec les dossiers des étudiants. Le cégep place tout un environnement éducatif important. On met des services au service des étudiants, au profit, excusez-moi, des étudiants, l'aide pédagogique individuelle en particulier, mais évidemment, la réussite scolaire, ça passe d'abord et avant tout par l'étudiant. Donc, on va parler d'une participation active de l'étudiant à sa réussite scolaire. Donc, il ne s'agit pas d'être assis en classe pour réussir. Vous savez peut-être au cégep, les présences en classe ne sont pas obligatoires, mais évidemment, elles sont fortement recommandées. Mais encore faut-il être présent d'esprit. Les bidules électroniques, ça vaut la peine d'être mis de côté légèrement. C'est toujours, je vous dis, on vous dit franchement, parce que c'est un défi, là, session après session. Mais c'est aussi d'être disposé à venir étudier, d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé quand on se présente en classe. Autrement, les étudiants vont recevoir dès la première semaine de cours ce qu'on appelle un plan de cours. Un plan de cours, c'est un peu la Bible, c'est le contrat entre l'enseignant et l'étudiant, où on va présenter tous les manuels, les équipements qui sont obligatoires à se procurer. Il va y avoir un calendrier des activités, quelle lecture qu'on doit faire, quel devoir on doit faire pour la semaine prochaine, quand est-ce qu'on a une évaluation formative, une évaluation sommative, donc qui compte pour la note au bulletin, les attentes de l'enseignant envers l'étudiant, ça se trouve là aussi. Donc, généralement, quand un étudiant a des questions par rapport à son cours, l'information se trouve dans le plan de cours. Dans ce plan de cours-là, vous allez voir une pondération. En fait, c'est 3 chiffres. Le 3e chiffre, c'est les heures que l'étudiant devrait passer en travail hors classe. Donc, si au secondaire, la plupart de nos notions, on les apprend en classe, au collégial, il y a généralement près la moitié des notions de nos compétences qu'on va chercher par des travaux hors classe, par des lectures hors classe. Donc, vous avez probablement un petit coup d'œil à jeter là-dessus sur le travail de votre enfant, à voir justement s'il fait ce qui doit être fait en dehors de ses cours carrément. Vous allez voir un horaire de cours d'un étudiant, ça peut être entre 20, 25 heures, 27 heures peut-être à la technique. Ça fait des petites semaines de travail pour le commun des mortels, mais en réalité, c'est que ces heures-là n'impliquent pas justement toutes les lectures et les travaux hors classe qui doivent être faits. Portez un œil attentif à ça. On a un point sur la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, la PIEA. Je vous en fais part, ça se trouve assez facilement sur Omnibox en tapant PIEA, mais au pire, l'API de votre enfant pourra lui transmettre. C'est tous les règlements par rapport aux évaluations. Est-ce qu'il a droit, si on veut, à une révision de sa note à la fin de la session, par exemple? Est-ce qu'il a bénéficié du meilleur contexte pour faire son évaluation? Des trucs comme ça. Finalement, votre enfant va être responsable de sa réussite et donc va être responsable de demander de l'aide. Demander de l'aide aux enseignants. Les enseignants, même un enseignant à temps plein n'enseigne pas 40 heures dans sa classe. Il a du temps de disponibilité, il a du temps de correction, mais donc il faut toujours que les étudiants aient rencontré les enseignants avec des bonnes questions. Il s'agit d'arriver prêt. J'ai été payé un certain temps, l'étudiant ou l'enseignant, l'étudiant qui dit « je ne comprends pas », essaie de me dire ce que tu comprends, mais après ça, va rencontrer ton enseignant. Il est là pour t'aider justement en dehors de la classe aussi. Il y a des séances d'études, des enseignants à mettre de l'avant, il y a des ateliers d'aide à la réussite, il y a des centres d'aide en français, en sciences humaines, en anglais, en philosophie, dans l'ensemble des programmes de formation spécifiques. Donc, votre enfant a avantage à côtoyer ces centres d'aide-là. Même si ça va bien à l'école, les enseignants, les tuteurs sont prêts pour pouvoir lui donner un petit coup de main. Évidemment, je rappelle le rôle de l'aide pédagogique individuelle, du conseil d'orientation. Le cégep, une des forces du cégep, en fait, c'est que à 16 ans, on choisit un métier. Peut-être qu'on se rend compte que ce n'est pas notre place, mais au moins, ça ne nous a pas coûté trop cher par rapport à l'université pour se revirer de bord. C'est normal de se rendre compte, OK, c'est ça des mathématiques fortes au collégial. Ce n'est pas la même chose. On se rend compte un peu plus de nos forces et faiblesses. Donc, il faut être ouvert à changer d'idée des fois. Et il y a toute une bibliothèque qui vaut la peine d'être côtoyée et plusieurs autres services. Et par rapport à ça, je vais passer la parole au directeur des affaires étudiantes, M. Éric Tessier. Merci François, merci beaucoup. Bonsoir, chers parents. Alors, mon rôle à moi, c'est de vous parler un peu de votre rôle à vous. Alors, pour ce qui est des parents au collégial, on pourrait avoir tendance à croire que, bon, l'étudiant devient autonome, devient adulte, on vous l'a dit tantôt, mais
Il y a encore un petit bout d'accompagnement à faire là, pour certainement assurer l'intégration et la réussite des étudiants. Entre autres, lorsqu'on fait des sondages auprès des étudiants et qu'on leur demande quelques questions, vous revenez en tête de liste à plusieurs occasions. Notamment, c'est vous, parents, qui êtes au premier rang lorsqu'il vient le temps d'influencer vos enfants dans leur propre choix de programme. Donc, vous avez vraiment une longueur d'avance sur les conseillers d'orientation au secondaire ou aussi au cégep et sur les amis. Alors, imaginez l'importance que vous avez dans ce secteur-là. C'est également bon premier lorsqu'on demande aux étudiants qui t'encourage le plus dans tes études. Eh bien, c'est le parent. Donc, le parent a là aussi un rôle de support, un rôle d'accompagnement, un rôle d'écoute, certainement, lorsque les situations vont peut-être moins bien. Et vous êtes évidemment le support financier principal des étudiants. En 86 des étudiants, de nos étudiants, et même des étudiants du réseau collégial, habitent encore chez leurs parents. Au contraire, les étudiants universitaires, vous le verrez dans 2 ans ou dans 3 ans, ils vont quitter l'ENI pour aller dans des appartements à Sherbrooke, Montréal, Québec, etc. Alors, pour l'instant, ils sont encore chez vous et ces rôles-là font de vous une personne vraiment importante au cœur de la réussite. Voilà pour vous. Maintenant, si à la fois les interventions des enseignants, à la fois les efforts de l'étudiant et peut-être l'accompagnement des parents, ça ne fonctionne pas, puis l'étudiant a encore des difficultés, ben, il y a des services au cégep pour l'accompagner. Entre autres, nous avons le service aide qui veut dire service d'aide et d'intégration des élèves. Vous avez ce service-là au secondaire lorsque pour ceux qui ont des accommodements, par exemple, du temps supplémentaire, un ordinateur, des logiciels adaptés. Alors, on a le même service ici et pour en bénéficier, on demande le plus possible que l'étudiant ait un diagnostic, que ce diagnostic-là soit émis au primaire, au secondaire. On l'honore quand même ici au collégial. Et s'il n'y a pas de diagnostic et que les difficultés persistent, ben, on propose des fois une évaluation ou une préévaluation pour on est capable à ce moment-là de préciser l'intervention. Mais il y a un accompagnement qui se fait. Soyez-en assurés. À titre d'exemple, on a 420 étudiants au collégial ici actuellement à Valleyfield qui profitent ou qui bénéficient d'accommodement, donc d'un plan d'intervention. 420, ça représente grosso modo 20 On parlait de 18 tantôt, mais cet hiver, on a eu une augmentation et on est rendu à plus de 20 d'étudiants qui sont inscrits au service aide. Et de ces étudiants-là, le taux de réussite, quand même, est intéressant. On est à 88 Alors, ça veut dire que les étudiants réussissent 88 des cours qu'ils suivent lorsqu'ils sont inscrits avec nous. On a également le service d'intervention psychosociale pour des problèmes d'adaptation, des problèmes à la fois d'anxiété. C'est un peu la bébite en ce moment qui habite nos enfants ou nos adolescents. L'anxiété est vraiment présente et notre service psychosocial tend de les accompagner là-dedans, de travailler avec l'anxiété, de voir quelle utilité peut-elle avoir parfois. Donc, il y a une orientation qui n'est pas « faut absolument taire l'anxiété », mais bien, on la reconnaît puis on accompagne l'étudiant dans cette stratégie-là. L'orientation, comme François le mentionnait, nos conseillers d'orientation ont rencontré plus de 1000. En fait, ils ont eu plus de 1000 rencontres au cours de l'année pour nos conseillers d'orientation. Donc, on en a une à Saint-Constant, puis il y en a 2 ici au campus principal. Et c'est un service universel. Les gens se présentent, prennent rendez-vous, un peu comme l'aide pédagogique. Il n'y a pas de tarification à travers ça, pas besoin d'un diagnostic. C'est quelque chose qui est offert d'emblée à tous nos étudiants. Et le service d'aide financière, lui, on y accueille plus de 365 étudiants qui profitent de l'aide financière pour boucler des fois le budget. Donc, si vos enfants se sentent seuls en ayant un trouble d'apprentissage ou seuls en ayant des difficultés financières, ben, dites-leur bien qu'au contraire, c'est assez populaire et on y travaille à accueillir tous ces gens-là. Au niveau des aspects peut-être plus ludiques, nous avons des activités parascolaires. Entre autres, nous avons les activités du Noir et Or. On en a 13 actuellement et on en aura 15 à l'automne. Donc, des nouvelles activités, football, flag football féminin. On va aller, on aimerait avoir une équipe qui pourrait se classer en division 1 en flag football. Et n'oubliez pas aussi que le flag football a été
développé dans le milieu universitaire, ce qui fait que le tremplin vers le collégial et l'universitaire peut se faire aussi. Et nous allons avoir une équipe de cheerleading. En fait, c'est un retour de l'équipe de cheerleading et on a bien hâte. On a déjà 14 inscriptions. Fait qu'on aimerait en avoir plus, mais à 14, c'est déjà un bon départ. Plusieurs activités, volleyball, soccer, etc. Pour les camps d'entraînement, référez-vous à Annie Bélanger, qui est notre conseillère au sport, ou venez visiter notre site Internet. Vous allez certainement y trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Par rapport aux activités socio-culturelles, alors, on en a plusieurs, comme vous voyez, qui sont peut-être des fois moins occupés, il y a moins de monde dedans, mais quand même, sont très volontaires, nos étudiants et étudiantes qui y travaillent. Donc, la troupe de théâtre, une troupe de danse, la ligue d'improvisation, plusieurs petites activités qui se font au fil de l'année. Et on a, vous le savez, Cégep en spectacle, c'est un gros événement chez nous. On aime bien que quand il y a plusieurs étudiants, donc aussi, si vos enfants ont des talents musicaux, chanter, des talents de la danse, même théâtre, tous les arts de la scène sont reconnus à Cégep en spectacle. Dans nos installations socioculturelles et sportives, il y a plusieurs installations à travers lesquelles nos étudiants peuvent s'exécuter et utiliser. Évidemment, on a des encadrements qui sont faits par des professionnels, soit du socioculturel, soit du sport. C'est des entraîneurs qui sont certifiés. Nous sommes vraiment bien encadrés par nos professionnels. Et l'ensemble des personnes qui gravitent autour soit du Noir et Or, soit les activités culturelles, c'est tous un contrat d'engagement dans lequel on y retrouve d'avoir une bonne attitude, un bon comportement. Donc, un code d'éthique qui est destiné à tous nos manuteurs d'activités socioculturelles et sportives. Et nos installations sont également de très grande qualité. J'irai aux activités plein air. Par rapport au plein air, nous sommes pas mal en développement. On a acquis une flotte de kayak de mer l'année passée qu'on veut mettre à utilisation cette année le plus possible. On veut également aller développer d'autres activités nautiques, entre autres le kayak d'eau vive et la plongée sous-marine. C'est vraiment des choses qui nous intéressent. Et pour pouvoir utiliser des plans d'eau, on est entouré d'eau ici à Valleyfield, on a 3 lacs, on a une rivière. Alors, il faut qu'on soit capable de les mettre ça en valeur et d'utiliser les moyens qu'on a pour mettre ça accessible aux étudiants. Donc, il y aura aussi du camping et à l'hiver, on a acquis une flotte de ski de fond pour être capable d'habiller un groupe complet en ski de fond de 24 étudiants. Donc, on a à peu près 70 paires de bottes de toute grandeur pour environ une trentaine de paires de skis, épaules et tout le kit. Donc, on est capable de partir avec un groupe d'une vingtaine d'étudiants en ski de fond. On a un comité environnement qui, lui, travaille beaucoup avec un plan d'action qui va avoir comme objectif principal cette année travailler sur toute la collecte des matières résiduelles, beaucoup à la cafétéria, entre autres le compost, mais également sur des enjeux plus importants, je pense, au niveau du réchauffement climatique, transport collectif, transport actif. On veut vraiment mettre ça de l'avant, le covoiturage. Donc, on a vraiment une orientation, développement durable. D'ailleurs, c'était aussi au plan stratégique 2022 et on va le remettre également encore en évidence dans notre plan de travail institutionnel, l'environnement à Valleyfield, on prend ça au sérieux. Transport collectif, c'est un beau défi pour nous de trouver des solutions au transport collectif. On a quand même des dessertes intéressantes. De Châteauguay vers Valleyfield, il y a un autobus qui vient. De Beauharnois aussi vers Valleyfield, il y a aussi la ligne 11 avec la STSV. Le Haut-Saint-Laurent avec la Québécoise est capable d'amener des étudiants jusqu'au cégep. Puis on a la ligne 99 et le taxibus qui desservent respectivement Soulanges et Vaudreuil. Donc, ce transport collectif-là s'ajoute également à une autre offre de service cette année pour vous, des jeunes Valleyfield. Et là, c'est peut-être un scoop que je vais vous faire, mais ça va venir. On va avoir accès à la ligne 11 qui va faire un circuit commercial à travers Valleyfield, dont un point de chute sera le cégep, évidemment. Et ce transport-là sera essentiellement gratuit. Donc, c'est à voir. Soyez attentifs au cours de l'été.
la Ville de Valleyfield devrait vous faire une annonce dans les prochains jours. Je vais vous parler paradoxalement du stationnement. Alors, évidemment, on n'a pas un si grand stationnement que ça. On a plus de 2000 élèves au cégep, 350 employés pour 400 cases. Donc, vous voyez le ratio. Alors, justement, le transport en commun, c'est peut être davantage utilisé et le covoiturage, mais le transport collectif. Et ça va nous faire un grand plaisir que nos étudiants se transportent de cette façon-là. Évidemment, le transport actif peut être aussi mis à profit. Donc, pour une vignette, pour les étudiants, c'est la classe 2 qui est 110 par année. Donc, c'est pas cher. Et si c'est un billet de jour seulement, ben là, c'est 5 de l'heure ou 8 maximum. Donc, je le répète, je pense que la meilleure solution, c'est soit de venir à vélo, à pied, en skateboard. L'autre, ça serait de venir en transport collectif. Et on a plus de 30 de nos étudiants qui viennent de Valleyfield, donc à moins de 10 km, ça serait un bienfait qui peut se déplacer de manière active. Par rapport aux résidences, c'est une autre façon aussi de contrer le déplacement automobile donc, et le réchauffement climatique. Lorsque l'étudiant vit en résidence, ben, il se déplace moins et on a des résidences ici à l'intérieur du cégep, plus de 44 pour cette année, à 295 par mois. Et il y a des studios qui sont accessibles à la résidence de l'autre côté. Pour l'instant, la résidence, elle est complète. Elle est complète. Elle est pleine, comme on dit. Mais parfois, il y a des gens qui se désistent. Parfois, à l'hiver également, il y a du renouvellement. Ici, vous avez l'intention que votre enfant habite à la résidence l'année prochaine, bien, il faut qu'en janvier, il se manifeste auprès des ressources matérielles. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. J'avais cédé la parole à M. Marc Rémillard pour la conclusion de notre allocution. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Tessier. Un petit bout sur la fondation de notre cégep. On est bien chanceux au cégep de compter sur une fondation fort active, donc qui s'assure de soutenir les étudiants là, dans leur projet pédagogique. Permet aussi au cégep de mettre en place des projets qu'on aurait des difficultés à mener à bien si on n'avait pas l'aide de la fondation. Donc, la fondation est une aide de tous les instants. Ils ont aidé à construire la phase 1 de la résidence avec une contribution substantielle, aide à acheter de l'appareillage, de l'équipement dans les programmes techniques et dans le projet de rendre plus accessible notre cégep par transport en commun, bien, la Fondation est au rendez-vous également là, de financer des actions de déplacement durable. Donc, là aussi, on est bien content que la Fondation suive le cégep dans ses projets. On a, en 2021-22, déployé ou distribué plus de 160 000 de bourses. Donc, peut-être que les gens qui nous écoutent ont déjà bénéficié de bourses émises par la Fondation. Il y a 3 bourses qui sont distribuées dans chacune des écoles secondaires pour les finissants qui choisissent le cégep de Valleyfield. Donc, ça, c'est pour ceux qui nous arrivent. Mais un coup rendu au cégep, n'hésitez pas à consulter la page web de la Fondation qui figure ici en bas à gauche. Et là, vous allez avoir accès à une multitude de bourses possibles. N'hésitez pas à donner votre nom en toute honnêteté et transparence avec vous. Il arrive des fois qu'on n'a pas suffisamment de demandeurs pour certaines bourses. Donc, on vous encourage à aller visiter la page Facebook, la page web, excusez-moi, de la Fondation et à la limite rejoindre Yves Trottier, le directeur général, qui pourra vous aiguiller là, sur les différentes demandes de bourses possibles. Tout au long du parcours de votre étudiant ici, parmi nous, là, ça a été mentionné, les plateformes électroniques, mais dès le mois d'août, on met à jour en fait une section de notre site web qui est très importante, qui est toutes les informations reliées à la rentrée. Donc, il y a une multitude d'informations là, qui seront disponibles là, dès le mois d'août pour que nouvel étudiant, entre autres, puisse s'y retrouver sur la longue liste d'activités qui l'attendent en arrivant ici et plusieurs informations pertinentes, plusieurs informations qui vous sont données aujourd'hui. C'est toujours bien de pouvoir s'y référer là, sur une plateforme web. Donc, on se dirige vers la conclusion. Je pense qu'il y a des beaux messages qui vous ont été dits ce soir. Donc, oui, un étudiant qui arrive au collégial, il y a une bonne partie d'autonomie, mais votre présence, votre support, il est fort important. Et je pense que le message à retenir, c'est de leur rappeler à vos enfants, à vos jeunes adultes, qu'il y a plein de services disponibles au cégep. Et s'il y a une chose à rappeler, c'est au moins d'aller voir son aide pédagogique individuelle, l'API. Je pense que ça,
c'est le message essentiel à se rappeler. Et la longue liste de services qui l'attendent, s'il y a besoin d'aide, on sera au rendez-vous. Ça, je peux vous le garantir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. On s'améliore à chaque fois. On le fait dans des temps incroyables. L'idée, c'est d'essayer le plus possible de aux questions. Je sais qu'il y en a déjà eu plusieurs dans le clavardage qui ont été posées et répondues. Je vais céder la parole à Geneviève Boileau, notre directrice des communications, qui va animer la fin de la rencontre. Merci beaucoup, M. Rémillard. Oui, merci d'avoir été active et actif tout au long de cette rencontre. J'espère que ça vous a plu et que ça a déjà répondu à un certain nombre de questions ou de préoccupations. Alors, je vais en prendre quelques-unes qui ont été partagées tout au long de la rencontre et je vais les adresser à mes collègues. Alors, je les invite à ouvrir leur caméra pour que je puisse tour à tour leur poser quelques questions. D'abord, il y avait quelques questions et ça serait à Éric Tessier là, pour les activités sportives socioculturelles. On nous demandait, entre autres, peut-être l'offre de services prévue au Centre d'études collégiales de Saint-Constant. Est-ce qu'il y a une troupe d'improvisation? Est-ce qu'ils peuvent participer aux activités sportives socioculturelles qui sont offertes au campus? Je ne sais pas si, Éric… Oui, tout à fait. Merci, Geneviève. Je voyais les questions là, dans la conversation. Pour l'instant, c'est un heureux hasard. Demain, on a des entrevues avec de nouveaux techniciens en loisirs qui, justement, vont avoir pour tâche de développer une offre de service en loisirs ou en parasco à Saint-Constant. Donc, pour l'instant, l'offre de service est assez mince à Saint-Constant, mais on entend à la développer cet automne. Et à partir du moment où la personne sera embauchée, son premier travail sera de sonder les étudiants pour voir ce qu'ils aimeraient avoir comme activité. Pour ce qui est des activités, comme le flag football, j'ai vu la question aussi. Emmanuel a bien répondu. Non, il n'y a pas d'équipe de flag football encore à Saint-Constant. On en a 2 ici à Valleyfield. Donc, il y a possibilité, par contre, de participer à nos activités du Noir-et-Or quand même en soirée, même si on est à Saint-Constant. Et là, pour le transport, à ce moment-là, il y aura peut-être des modalités qu'on pourra prendre en note. Là, si c'est difficile, là, on est capable d'aider à cet aspect-là entre nos deux campus. Donc, et pour ce qui est de l'improvisation aussi, je le vois, c'est la même chose. À partir du moment où il y aura une demande qui irait dans ce sens-là par les étudiants de Saint-Constant dès cet automne, on mettrait en place l'activité qui répondrait le plus possible aux intérêts, aux désirs des étudiants là, qui seraient intéressés. Merci beaucoup, Éric. Je vais te garder encore quelques instants pour d'autres questions qui sont sur un autre sujet. Je veux rappeler aux participantes et aux participants que vous devez poser vos questions dans le clavardage. Je vois des mains qui se lèvent, mais pour faciliter le bon fonctionnement de la période de questions, on préfère que ce soit adressé dans le clavardage. Puis comme ça aussi, on aura vos coordonnées si jamais on a d'autres échanges à avoir par la suite. En fait, Éric, on nous demande pour Antidote, est-ce que les étudiants sont mieux de le programmer dès maintenant, Antidote Web? Comment ça fonctionne? Peut-être rappeler le mécanisme. Ben, en fait, dès le moment de l'admission, Antidote Web, Druide va automatiquement rentrer lorsqu'il va se brancher sur Omnivox ou qu'il va se brancher sur Windows 365, il va avoir accès à son Antidote et à partir de là, il pourra l'utiliser. Par contre, on a également, en tout cas, on peut aussi faire des formations sur Antidote pour encore mieux l'utiliser. Parce que des fois, juste d'avoir Antidote n'est pas suffisant. Il faut être capable de le manipuler. Donc, dès la rentrée, le 18 août, on a une activité d'accueil des nouveaux étudiants. Vous allez avoir une communication. Ce n'est pas déjà fait. Vous avez reçu une communication à cet effet-là dans la lettre adressée aux parents de votre enfant et dans laquelle on invitait votre enfant à venir le 18 août. Il y aura également un milieu qui va lui être acheminé. Et dans l'appel téléphonique qu'on fera cet été, on va faire un retour sur cette proposition-là pour qu'Antidote soit le plus possible téléchargé avant le début des cours et que s'il y a des éléments de formation à donner, bien, qu'on soit, nous, de notre côté, on sera disponible pour les donner. Excellent. On avait des questions aussi sur le portable. Est-ce qu'il y a un modèle particulier à privilégier? Est-ce que c'est recommandé pour tous les programmes? Je ne sais pas si c'est possible aussi d'en parler. Oui, effectivement, c'est un bon point. En fait, ce qu'on préconise beaucoup, c'est un ordinateur portable. Pourquoi portable? C'est que, admettons, là, je suis vraiment dans des suppositions que je n'aimerais même pas envisager. Admettons qu'on retournerait en confinement. Il faut que l'étudiant ait accès à un outil performant pour être capable de suivre ses cours. Donc, je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais si jamais c'était le cas, cet ordinateur-là doit avoir certains paramètres en fonction des programmes d'études. Et si vous allez sur le site Internet, vous avez le programme d'acquisition pour un ordinateur portable. Et dans ce programme-là, il y a des paramètres clairement indiqués, notamment
pour TGM, technique de génie mécanique, technique électronique industrielle, technique de laboratoire, TAD, technique administrative. Donc, ces programmes-là ont vraiment un profil, des paramètres qui sont plus élevés en termes d'exigence de fonctionnement du portable. Puis quand on est plus vers les sciences humaines, à ce moment-là, le portable n'a pas besoin d'être aussi puissant que qu'est-ce qu'il doit être pour l'autre. Donc, allez voir vraiment, c'est important ça. Merci, Éric. Il y a plusieurs questions qui ont été posées aussi pour le stationnement, les résidences. J'ai vu que M. Rémiard en a répondu à quelques-unes. On nous demandait, entre autres, si les étudiants en résidence sont priorisés, en fait, pour le stationnement. Je ne sais pas si, M. Rémiard, vous avez autre chose à ajouter sur les résidences, l'accès aux résidences. C'est sûr qu'on y est allé sommairement ce soir. Oui, ben en fait, oui, ben c'est sûr que si on a accès à une chambre, on est choisi, on est suffisamment tôt dans le processus parce que je pense que c'était mentionné tantôt. Il n'y a plus de place à la résidence là, pour la rentrée scolaire qui approche. Donc, si un nouvel étudiant veut s'inscrire, il peut toujours laisser son nom sur la liste d'attente. On ne sait jamais. Là, durant l'année, il peut y avoir des départs. Mais ne pas manquer la séquence pour l'automne 2023. S'il désire que son choix de résidence soit maintenu. Oui, quand on a une chambre à la résidence, on a automatiquement accès à une vignette de stationnement. On est privilégié. Là. La question était dans ce sens-là. Est-ce qu'on est priorisé? Oui. Les gens posaient des questions sur les dimensions. Au-delà du vidéo, là, il y a une vidéo que les personnes peuvent consulter. Il y a un autre endroit aussi où on peut cliquer, où là, on a la liste de ce qui est inclus dans la résidence. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le site web là, quand on parle de pour connaître les inclusions, services offerts. Cliquez là. Et il y a un numéro de téléphone aux ressources matérielles qui est le 476. Donc, Emmanuel pourra le partager dans le clavardage avec l'adresse dans le site web. Plus les dimensions. Mais comme je vous dis, pour la rentrée scolaire qui approche, c'est déjà plein. On doit, dès le 15 janvier, c'est là qu'on ouvre la plateforme de réservation. Quand on est déjà à la résidence, on n'a pas à le faire. Là. On a un droit acquis pour l'année suivante, c'est certain. Mais pour les nouveaux qui veulent adhérer à la résidence, c'est dès le 15 janvier qu'on doit s'inscrire. Je ne sais pas si ça fait le tour pour les questions. Oui, grosso modo, effectivement, la meilleure source d'information est le site web du Cégep de Valleyfield. Emmanuel Lavigne-Landry, la conseillère en communication qui gère la période de questions avec moi, va pouvoir le partager dans le clavardage. Puis elle va vous partager aussi l'adresse courriel pour rejoindre les ressources matérielles. C'est vraiment eux qui coordonnent et qui gèrent l'ensemble des besoins pour les stationnements, les résidences. Donc, ils pourront vous répondre si vous avez des questions très précises sur votre situation. On nous demandait là, des questions aussi par rapport au local pour le bail et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à contacter l'équipe des ressources matérielles. Suzanne Jolicoeur, entre autres, pourra vous aider. Éric, on nous demandait si jamais les étudiants, malheureusement, ne peuvent participer aux rencontres des nouveaux admis en août, est-ce que c'est problématique? Ça va se retrouver sur le site web, j'imagine, l'information? En fait, vous avez l'ensemble des informations sur un document qui est destiné au service aux étudiants. Vous allez avoir l'information sur le programme d'acquisition d'ordinateurs, les résidences aussi. Le site web va certainement vous aider. Puis l'idée de la rencontre du 18 août, c'est de créer aussi un premier contact avec l'institution, juste de savoir où est sa cave, où sont ses locaux, avec qui je vais aller à l'école, rencontrer les enseignants, les services. Bon, c'est une formule un peu plus ludique aussi là, que pédagogique. Là, évidemment, on est on est 4 jours avant le début des classes. Puis, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Si la personne ne peut pas être là, il n'y a pas péril dans la demeure. Là. Et on va être là pendant les 3 premières semaines en accueil également. Fait que tout le personnel va être très, très vigilant par rapport à des gens qui nous apparaissent peut-être égarés dans le cégep ou parce qu'on va se positionner très clairement comme étant des gens qui vont donner de l'information et de la formation aussi. Ça va se faire au café étudiant avec la direction des technologies et mon service. On va donner des informations, comment se brancher sur le système, travailler dans le Teams, qui est un outil très important pour nos étudiants pour la pédagogie et comment fonctionne Antidote également le plus possible. Si tu me permets, peut-être, Geneviève, oui. je vois une question sur l'Alliance Sport-Études aussi qui est quand même importante. Là. Effectivement, dans la semaine d'août, avant le début des cours, votre enfant va être capable de modifier son horaire en fonction des exigences du sport qu'elle pratique. Donc, il n'y a pas de souci et l'horaire sera certainement
acheminés par l'aide pédagogique correspondant à Alliance Sport-Études, qui est en contact avec nous et Alliance. Donc, on est capable de travailler les horaires des étudiants puis les étudiants pour bien les brancher avec l'Alliance. On nous demande pour l'inscription au niveau des activités socio-culturelles, ça se passe une fois la rentrée? En fait, effectivement, ça se passe le premier mardi de l'année, donc le 23 août. Il y aura une foire des activités. Et cette foire-là va perdurer aussi dans le temps pour s'assurer que les gens ne l'aient pas manqué. Parce que ce n'est pas tout le monde qui inclut le mardi. Mais le mardi aussi, c'est important que vous sachiez, le midi 2, c'est une période de libre à l'horaire de l'étudiant pour qu'il fasse un petit peu plus de rattrapage, rencontrer ses profs, travaux d'équipe, mais c'est aussi un moment parfois où on utilise pour certaines activités. Et notamment, la foire des activités du 23 va permettre l'inscription à toutes les activités parascolaires, qu'elles soient sportives ou culturelles. J'aurais une question, je me tournerai maintenant vers François. Pour la réussite et l'évaluation de son enfant, il y a un participant qui nous pose la question si les parents ont accès à un document quelque part pour suivre de très près la réussite et l'évaluation de son enfant pour éviter des mauvaises surprises, évidemment, tout au long du parcours. Est-ce qu'il existe un lieu ou une façon de s'informer? En fait, la façon que le parent a de suivre le dossier scolaire de son étudiant, ça réside dans sa relation avec son enfant. On est tenu par la confidentialité par rapport au dossier scolaire, sauf que, par contre, c'est sûr que les questions sur le plan de cours de l'étudiant vont permettre de savoir quand est-ce que les évaluations ont lieu, vont permettre de savoir quel poids chacune des évaluations vaut pour le bulletin. Et autrement, les notes sont inscrites de façon assez régulière, surtout à partir de la mi-session. Les notes sont inscrites sur un module qu'on appelle Léa, donc qui est à même le module Omnibox. Donc, c'est de la façon, là, si vous pouvez questionner votre enfant par rapport à justement ce qu'on peut retrouver sur le module Léa. Donc, comme je vous dis, on est tenu par la confidentialité par rapport au dossier scolaire de votre enfant. Il se développe tranquillement, mais avec une bonne relation, puis il a accès à ces informations-là aussi. Excellent. Alors, on est à faire le tour des questions au niveau du clavardage. Pour l'instant, on semble y avoir répondu en bonne proportion. Je ne sais pas si ça vous a éclairé ou s'il y a d'autres questionnements qui vous viennent à l'esprit avant de laisser le mot de la fin à M. Rémillard. Alors, nous avons peut-être une autre question qui vient tout juste de rentrer, qui pourrait encore s'adresser, ça pourrait être la dernière question peut-être là, à François. Donc, pour les étudiants qui ont un plan d'intervention qui inclut la mesure 30 810 qui ont envoyé leurs documents, est-ce qu'il y aura une communication téléphonique pour effectuer le suivi ou simplement une communication par Omnivox? Je ne sais pas si on est en mesure de répondre ce soir. Écoute, je pense qu'Éric serait mieux placé pour répondre correctement à cette. La mesure 30 810, je ne peux pas voir à quoi on fait référence. Faudrait peut-être. Est-ce que c'est une déficience fonctionnelle majeure? C'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes. En fait, je vous dirais, peu importe la cote que vous aviez au secondaire ou que votre enfant avait au secondaire, elle va être reconnue ici, là, à partir du moment où le diagnostic est en bonne et due forme, puis qu'il y a eu un plan d'intervention au secondaire, même s'il n'y a pas de diagnostic, mais qu'il y a un plan d'intervention au secondaire, puis qu'il y a eu des accommodements qui ont été proposés, on va honorer ce plan d'intervention-là. Tout le monde, on va faire l'évaluation, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais soyez assurés qu'on va répondre aux besoins de l'élève. Et l'organisation des services est basée sur le besoin de l'élève. C'est précisé, là, c'est pour la dysorthographie. Oui, voilà, merci. Donc, dyslexie, dysorthographie, oui. Ben, justement, on a des spécialistes. J'ai 2 orthopédagogues qui travaillent avec les étudiants, dont une des 2 là, est à Saint-Constant une journée semaine. Puis, si besoin est, des fois, elle fait de l'intervention à distance si elle n'a pas le temps de le faire dans la journée. Mais nos orthopédagogues travaillent avec nos étudiants dyslexiques, dysorthographiques. Pas de souci, on va prendre soin de ça. On nous demande aussi s'il y a une plateforme pour le covoiturage. On a effectivement un accès sur Omnivox, si je ne me trompe pas. Effectivement. Cet accès-là est sur Omnivox et la personne peut s'inscrire soit comme conducteur ou comme passager. Et à partir du moment où elle s'inscrit dans la plateforme, ben, automatiquement, va défiler devant elle des options. Des options, des propositions de rencontres avec soit un conducteur, soit un passager sur son chemin. On nous repose une question sur les plans d'intervention. Est-ce qu'ils seront contactés avant la rentrée? Comment ça fonctionne lorsqu'un élève, un étudiant… En fait, il faut que l'étudiant se manifeste
pour que nous, on soit capable de l'accueillir. Mais on a demandé aux écoles secondaires aussi de référer les étudiants qui ont des plans d'intervention ou des accommodements, c'est-à-dire aux étudiants de communiquer avec nous. On a fait quelques écoles. On a eu une bonne rencontre le 18 mai dernier aussi, où on a sensibilisé tous les intervenants du milieu secondaire à communiquer avec nous à cet effet-là. Mais c'est à l'étudiant de nous acheminer les documents. Et encore une fois, sur le site du Cégep, on a une page destinée aux étudiants, au CEID. Et dans le CEID, il y a un lien que l'étudiant peut compléter en mettant tous les documents en annexe ou en joint. Et nous, à partir du moment où on a l'information de l'étudiant s'est manifesté avec tous les documents, on va communiquer avec lui pour lui donner un rendez-vous avant le début des cours. Donc, il est possible que ça se fasse maintenant, il est possible que ça se fasse en juillet et que ça se fasse dans la première, deuxième semaine d'août. Ce qu'on veut, autant pour l'aide financière que pour les étudiants en situation de handicap, qu'on appelle le CEID, ces étudiants qui ne veulent pas échapper, là, parce que si on commence trop tard à intervenir, ben, plus on prend du retard, plus c'est difficile de le rattraper. Donc, on aimerait bien que chacun de ces étudiants-là ait leur plan de service avant le début des cours et pour ceux qui auraient besoin d'aide financière, que l'aide financière arrive avant que les exigences financières arrivent, notamment l'achat de livres ou de matériel scolaire qui peuvent être drôlement dispendieux dans certains programmes. Donc, on est là pour ça, on est là pour aider. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message aussi, je vais faire un plaisir de répondre. Donc, ils doivent se manifester d'abord. Je pense que c'est le message à retenir. On nous pose encore des questions sur le modèle d'ordinateur. Est-ce que c'est mieux une tour? J'ai vu que Mme Belair a répondu. Je pense qu'on recommande un ordinateur portable, mais effectivement, il faut se fier au programme d'études. La question, c'est que la personne a déjà une tour. L'idée, c'est si vous n'avez pas présentement d'ordinateur, tant qu'à acheter une tour, vous êtes peut-être mieux avec un ordinateur portable. Ça laisse plus de flexibilité. Tout essayer de pas entrer dans le retour de la pandémie, mais disons que ça n'arrivait pas. Il y a plein d'endroits dans le collège où, entre deux cours, l'étudiant peut faire des travaux. S'il a son ordinateur portable, c'est peut-être plus simple. Et si vous avez déjà un ordinateur à la maison, il y a une tour qui est récente, il faut se renseigner. D'accord. C'est le message qu'on peut dire. Absolument. Peut-être une dernière question sur la vente de manuels usagés. On nous pose la question s'il existe un lieu, je ne sais pas si M. Tessier peut répondre. Je sais que la coop habituellement se mobilise par rapport à ça. La coop le fait et la bibliothèque le fait également dans certains cas. Puis des fois, il y a des annonces sur les babillards, simplement, ou peut-être... sur Omnivox aussi. Oui, c'est ça. Donc oui, on a ce réflexe-là, que les étudiants ont ce réflexe-là de rapporter les livres pour qu'ils soient vendus par le coop. Excellent. Bien, écoutez, je pense qu'il est déjà 20 heures. Ça complète la période de questions. Sachez que nous avons tous en note là, vos questions. Donc, si jamais certaines d'entre elles n'ont pas été répondues, on pourra assurer un mécanisme, peut-être via la page web de la rencontre des parents ou l'enregistrement, le PowerPoint sera déposé là, au courant des prochains jours. Donc, s'il y a des questions qui ont été non répondues, on pourra peut-être assurer un suivi de ce côté-là. Alors, je cède la parole à M. Rémillard pour terminer la rencontre. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Vous avez été très généreux dans vos questions. Vous avez été surtout très nombreux. J'ai compté au maximum de la rencontre, là, près de 150 personnes. Nous en sommes toujours très fiers. On se dit toujours, est-ce que c'est toujours pertinent de tenir ce genre de rencontre-là? Mais merci de votre présence. Ça démontre que oui, ça l'est. Il y a vraiment là, puis on s'entend qu'une heure sur Teams, ce n'est pas l'investissement du siècle. On n'a pas à se déplacer, vivre la technologie, vivre la pandémie pour certains éléments. Puis celui-là, ben, c'est clair que pour nous, ce rendez-vous-là, il est annuel et il va continuer de l'être. Donc, merci, puis bon été. Plusieurs gens nous l'ont écrit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, bon été à vous aussi, puis c'est ça, gardez-vous proche de vos enfants pour assurer leur persévérance, leur motivation, mais comme on l'a mentionné ce soir, ça leur appartient au premier chef, mais vous êtes là pour les soutenir, j'en suis convaincu. Donc, merci à vous et au plaisir. Merci. Au revoir.